Success Story, quand les animateurs dévoilent les coulisses de leurs émissions cultes. Success Story by Télé Loisirs. Bonjour à tous, pour ce deuxième numéro de Success Story, nous vous emmenons dans les coulisses d'une émission qui a marqué l'histoire de TF1. Il s'agit de la méthode Coé et pour nous accompagner, l'animateur de l'émission, Sébastien Coé. Bonjour Coé. Salut. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Success Story. On va revenir sur une émission qui a été culte sur TF1, c'est la méthode Coé. Ça a commencé le 23 juin 2003. Ça remonte un petit peu pour ce premier numéro de la méthode Coé. Comment c'est né ? Comment est née l'émission ? Elle est née de plein d'échecs à la base. C'est-à-dire que j'avais envie de faire de la télé et j'allais voir des gens. On faisait une émission de radio sur Europe 2 que l'on filmait. On commençait à filmer. Puis un jour, j'avais fait un montage, j'avais fait un bout à bout. J'étais allé voir des gens. J'étais allé voir, je crois, Yves Bigot à France 2, etc. Et 2-3 personnes à qui je montrais l'émission, disant voilà, j'aimerais bien faire un talk show, je fais un talk show qui marche, je fais une émission qui marche sur Europe 2, etc. Et on me disait, on me disait poliment oui, mais bon, il n'y a pas de place pour ça à la télé. Et très honnêtement, assez vite, je dis, c'est pas grave. Dans ma tête, je me suis dit, je ferai que de la radio, c'est pas très grave. Et puis, il y a toujours des gens qui viennent vous voir dans ces moments-là. Il y a M6 qui avait envie, qui venait me voir en disant tiens, on aimerait bien faire un talk show, pourquoi pas. D'un seul coup, j'ai reçu un appel de Étienne Moujotte, que je ne connaissais pas, dans la foulée, vraiment quasiment une semaine après. Et il m'a dit bon, alors il faut trouver des producteurs. Et naturellement, il y a Bataille et Fontaine qui étaient venus, qui à l'époque marchaient très très fort. Et c'est eux, parce qu'il y en a eu d'autres à côté qui étaient venus pour coproduire. Et c'est eux que j'ai choisi parce que je voulais des gens qui avaient rien à voir avec ce que je faisais. Je voulais des gens qui pouvaient m'apporter ce que je savais pas faire. Parce que voilà, quand on débute, on ne sait pas faire et je n'avais jamais fait de télévision et encore moins la notion de production. Je ne comprenais même pas tous les corps de métier qu'il fallait. Donc j'étais vraiment, autant en radio, j'étais pas mauvais, mais alors en télé, je savais pas du tout comment ça marchait. Et voilà, et je me suis dit, je vais prendre des gens qui sont complémentaires, mais qui vont pas me saouler en disant sujet tais-toi, ou vaudrait mieux terminer ta phrase comme ça. Voilà, prenons des gens où on peut s'apporter mutuellement. Et vous aviez déjà l'idée d'une émission, du concept, de tout ça, ça germait déjà dans la tête un petit peu avant ? Eux sont venus en me disant tiens, on pourrait faire une émission, on a un truc, on a une idée d'un capteur. À la base, qui était un capteur de mensonges, puis après on a dit non, mensonge ça marchera pas, capteur d'émotion. Et quand il a fallu trouver un titre, j'avais vu un journaliste, il y avait eu un article sur moi où il y avait écrit en tout petit dans l'article la bonne méthode Coé. Et je me suis dit mais tiens, c'est marrant ça, la méthode Coé. Donc en réunion, je dis voilà, j'ai pensé à la méthode Coé et rapport évidemment à la méthode Coué, je dis pour ceux qui n'ont pas fait tilt. Et donc voilà, donc je me suis dit finalement ça reprend complètement tout ça, et puis l'idée était simple. Et à la base, la première émission du mois de juin, la table était toute en longueur, ce qui fait que les invités étaient très loin de moi. J'étais obligé de pencher la tête, mais il y avait déjà la notion de fauteuil, il y avait déjà la notion de capteur. Par contre, il n'y avait pas Miko et Cartman. Les 3 premières émissions, les 3-4 premières émissions étaient vraiment, vraiment loin de ce qu'était. Elle n'avait rien à voir avec ce qu'on a pu voir après. Non, c'était. J'étais figé, je vous voyais tous les invités parce qu'on m'avait demandé de le faire. J'avais une veste et surtout, ça marchait pas, quoi. Ouais. Ça, les premières audiences. Je me souviens, on faisait 23% de part de marché, ce qui équivaut aujourd'hui à 12. Ouais, c'est ça. Non, mais 23 à l'époque sur TF1, qui faisait souvent des 37-40%, 23, c'était pas bon. Donc, au bout de la 3e ou 4e émission, j'ai été appelé à TF1. Je me suis dit, bon, ça y est, je suis mort, sachant que la chaîne en avait commandé que 12. Qu'on a reçu une lettre à la 6e nous disant, messieurs, nous vous rappelons que vous avez un contrat et nous vous rappelons que si vous n'y arrivez pas, on s'arrête à 12, ce qui était le jeu. Qui est-ce qui a envoyé cette lettre d'ailleurs ? C'était TF1, et pas à moi, à Bataille et Fontaine, qui étaient les producteurs majoritaires. Donc quand la lettre est arrivée, je m'y attendais un peu. Puis voilà, j'avais commencé à me dire, ça va s'arrêter. En fait, c'est pas très grave. Je me serais bien amusé. Et donc j'ai été convoqué à TF1, là je me suis dit, ça y est, la confirmation arrive. Et pas du tout. Et Étienne Moujotte m'a dit,
moi, j'ai vu un mec à la radio, j'ai vu un mec sur MCM, parce qu'on diffusait l'émission de radio sur MCM. J'ai vu un ton, c'est pas ce que je vois en ce moment dans l'émission, donc lâche-toi. Je dis, mais t'es sûr? Parce que si je me lâche, il me dit, je veux ça, donc tu te lâches. Donc, naturellement, j'ai dit, si je me lâche, faut peut-être que j'ai la bande que j'ai avec moi au quotidien. Donc, j'ai appelé Miko, Cartman, les auteurs de la radio, qui étaient déjà un peu avec moi, mais on a dit, maintenant, on se lâche. Jeff, enfin, tous les gens qu'on a vus dans l'émission. Et on a commencé. Qui étaient vos potes, qui étaient un petit peu des potes. Qui étaient surtout ceux qui étaient avec moi tous les matins, donc on se connaissait par cœur. Et on s'est dit, on va écrire une galerie de personnages, mais on va déjà reprendre tous ceux, tous les personnages, tous les trucs qu'on aime bien faire à la radio, on va les mettre à la télé, puis on va créer plein d'autres personnages. Et puis c'est de là qu'on a créé Mademoiselle Herpès, Tony de Koh-Lanta, Mopral avec Argent. Et puis on en a fait plein d'autres. Yvette Horreur, le gros dancer. Yvette Horreur. Comment c'était possible de faire ça? Le pire, c'est quand on a fait Yvette Horreur devant Yvette Horner. Devant Yvette Horner. Là, j'étais très très mal. Mais voilà, on a créé toute cette galerie de personnages et on s'est dit, on voulait qu'on se lâche, on va se lâcher. Et je crois qu'à la 7e émission, au 8e, boum, un gros score est tombé et ensuite, ça n'a jamais décroché. Pour revenir sur le duo avec Cécile, comment il s'articulait ce duo? C'était parce qu'elle avait quand même un ton à elle aussi. Cécile, elle n'hésitait pas à rentrer dans les invités. Elle aussi. Cécile, c'était la première fille, et je vais vous dire un truc, je pense la seule, à avoir marqué cette empreinte-là en télévision. Après, il y a eu... L'empreinte, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu rentrer dedans dans les invités? Mais qui était un mélange de charme, de drague, de douceur. Les gens ont beaucoup parlé de son décolleté, mais parce qu'il fallait assumer quand on était une fille. Aujourd'hui, on parle du mouvement un peu... Mais Cécile, à l'époque, c'était tout sauf une potiche. Tout sauf une potiche. C'était au contraire, elle assumait sa féminité, elle choisissait elle-même ses décolletés, elle choisissait elle-même ses fringues. Je sais plus, j'avais lu une fois que c'était moi qui choisissais les vêtements, je sais plus dans quoi j'ai lu ça. Voilà, s'il y a bien un mec qui a jamais choisi de vêtements, ni même pour ma femme, c'est bien moi. Donc j'avais déjà du mal à choisir mes fringues pour moi. Donc elle assumait tout ça, elle assumait son côté parfois grande gueule, parfois intelligente, parfois posée, parfois révoltée, parfois dans la tendresse. Moi, on a eu des fois des interviews qu'on donnait ce qu'elles ont donné, parce que Cécile avait réussi, clac, à avoir ce petit charme féminin. C'était un vrai duo. Alors, c'était pas un duo à égalité, puisqu'aujourd'hui on parle de l'égalité homme-femme. Oui, elle était un petit peu en retrait, c'est vrai. J'avais le leading du truc, mais en revanche, moi, voilà, comme toutes mes émissions, elle parlait quand elle voulait, elle disait ce qu'elle voulait, elle gueulait après qui elle voulait. Et ça, je ne l'ai pas revu depuis à la télévision, parce que la télévision, c'est beaucoup assagi, c'est beaucoup adouci, c'est beaucoup polissé. Et forcément, ce sont des caractères, je pense, un peu durs à gérer pour des gens de télé. Pour revenir sur les personnages de Miko et Cartman, est-ce qu'il y avait un personnage qui vous touchait particulièrement, enfin, touchait dans le sens où vous saviez qu'avec ce personnage-là, il y avait une séquence, vous allez vous être mort de rire? Pour moi, les deux bestes, pour Cartman, c'était Mademoiselle Herpès. Parce que fallait oser se jeter sur un invité comme ça, quoi. Faut oser, parce qu'il y a des invités. Alors, attention, hein, on n'était pas des barbares non plus. Hein. Oui. On savait à quel invité on pouvait faire ça. Voilà, on n'était pas non plus dingue. Mais il y avait ça, et je pense Mopral pour Miko, c'est ça Mopral, il l'a mis à toutes les sauces. Même je pense que Mopral a dû changer 120 fois de veste parce que les costumiers n'arrivaient pas à garder les costumes. Donc je crois que le look de Mopral a changé 10 000 fois, et sa coupe de cheveux aussi. Ouais. Cheveux longs, cheveux courts, cheveux sur le côté, avec la particularité d'être gras tout le temps. Mais voilà, je crois que c'était des personnages qu'ils avaient pris, et voilà, c'était des séquences que moi j'adorais, parce que je savais qu'il y avait des séquences qu'on savait pas où on allait. Il y a des personnages, on savait pas où on allait. Il y a des moments, je me souviens avec Youn, on avait voulu se pendre au plafond. Et voilà, une fois que les élastiques sont là, que tu mets le harnais, tu sais pas ce que va donner cette séquence. Elle peut être nulle. Si c'est pour juste voir deux mecs qui se pendouillent, voilà, t'as un moment navrant en télé, quoi. Si ton effet est plus petit que ta promesse, c'est nul. Moi, je préfère avoir une petite promesse et un effet où les gens font waouh. Et Youn, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que
les mecs se serviraient de nous en tirant comme une fronde et en nous lâchant, quoi. Et Ce qui aurait pu être dangereux d'ailleurs. ce qui était extrêmement dangereux, parce que le directeur technique du studio, juste avant la séquence, nous a dit ne le faites pas, parce que si vous le faites, sautillez de 2 mètres, mais à la verticale, parce qu'il y a des ponts de lumière au-dessus. Tu parles à la verticale, il nous lançait en oblique, et moi je regardais les projos au-dessus qui bougeaient. Oui, on aurait pu mourir quelques fois dans cette émission. Et est-ce que le capteur marchait vraiment? Est-ce que c'était... Non, ça vraiment. Je crois C'était que vraiment un capteur d'émotion, oui. vous voyez, par rapport à la sudation? Oui, on s'est emmerdé à payer un mec qui raccordait son fil qui faisait 15 mètres à un ordinateur qui était derrière. Et avec l'ordinateur derrière, il était là, il mesurait le truc. C'est un capteur d'hôpital, hein, qui juste, dès qu'il y a un petit changement de température, un petit changement, hop, le truc montait. Mais à la fin, on l'a enlevé, les 2 dernières années. On l'a enlevé parce que on avait fait un peu le tour de ce qu'on appelait entre nous, pour déconner, la metteuse de doigts. C'est la demoiselle qui arrivait, qui mettait le truc. On avait fait le tour des blagues, on avait fait le tour des trucs, on s'était dit, oh là là, ça fait quand même... Est-ce qu'on est encore obligé de faire le capteur? Est-ce que les gens le regardent encore? Puis on l'a enlevé, on s'est rendu compte que ça ne changeait absolument rien. Et que les émissions continuaient de monter. Il n'y avait pas de courrier de gens qui disaient que... Non, mais surtout, c'était facile de le remettre. Si on avait vu que l'émission baissait, on le remettait, puis c'était réglé. Mais bon, ça n'a rien changé, donc on l'a arrêté. Il y a aussi des séquences sur lesquelles je voulais revenir avec vous, des séquences qui ont marqué l'émission. Ouais. La première, c'est Stivo des Jacasses. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous la raconter un peu, cette séquence? Garçon alcoolique, garçon qui est pas dans son état normal et qui arrive après avoir bu 2 bouteilles de rhum, 2 bouteilles de whisky, enfin, dans un état où on comprenait rien à ce qu'il disait, où il disait à Maïté, parce que je me souviens, il y avait Maïté, il disait j'ai envie de me la faire avec ses gros seins. Moi, je ne savais plus. Heureusement, elle le prenait bien, mais je ne savais plus. J'osais plus la regarder dans les yeux. Et à un moment donné, il a fait ce qu'on avait vu, c'est-à-dire qu'il a levé la jambe et j'ai vu mon bureau qui commençait à avoir une flaque et qui commençait à se remplir. Et je me suis dit, je ne crois pas que ce type est en train de pisser sur mon bureau. Et donc, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase où j'ai dit au revoir. Et je suis revenu en plateau. Et j'ai piqué une colère en disant, vous me le remettez dans l'avion, je veux plus le voir. Et tout ça en public, quoi. Il y a eu une fois où on s'était un peu battu pour une séquence, mais qu'on a eu raison d'enlever. C'était laquelle? C'était une séquence qui était on avait 2 personnages. On avait un personnage porno avec Cartman, qui était un personnage où il était ancien acteur porno, il avait une grosse moustache, un gros manteau de fourrure et il était en slip en dessous. Et à chaque fois, il disait qu'il faisait un truc et ça paraissait sexuel et quand on dézoomait, ça n'avait rien de sexuel. Et un jour, dans la séquence, c'est moi qui le fait, c'est-à-dire que c'est moi qui me parle à moi et donc ça va, je suis en train de bouger comme ça, c'est comme si... Il dit, qu'est-ce que vous faites? Et là, je disais, je suis en train de limer une chatte. Et en fait, le plan s'écarte et tu me vois avec un rabot, avec un chat en bois, tu vois, et j'étais en train de... Et TF1 me dit, ça, on peut pas. Je dis, mais on le fait avec Cartman. Il me dit, oui, mais là, c'est toi qui le fais. et après réflexion, je dis, non, effectivement, vous avez raison. Alors, on l'a mis dans le supplément DVD, mais on l'a pas mis à la télé, ce qui était pas plus mal, parce qu'effectivement, c'était pas très élégant. Bon, c'est quand même drôle. Il y avait un autre invité qui était pas très cool, que vous receviez. Il est venu 3 fois, et les 3 fois, il s'est embrouillé 2 fois avec vous, et 1 fois avec Cécile. Est-ce que vous savez de qui je parle? Ah, c'est Joey Star? Ouais. Ah oui. Joey Star était compliqué. Oui, il est compliqué, mais j'ai bizarrement appris à plus le découvrir à la suite d'une émission de radio qu'à la suite de la méthode. Parce que oui, à la méthode, ça s'est très mal passé. En gros, il disait qu'il aimait pas la télé, que en gros, déformiez les musiques, machin. Ouais, en gros, ça faisait 3-4 fois qu'il le faisait et qu'il le disait, et ça faisait commencer à me fatiguer. Et à un moment donné, j'ai décidé de plus l'écouter. Et de vous retourner carrément, de mettre dos à lui. Et ça l'a rendu fou. Je lui ai dit, attends, tu réponds pas à mes questions, je vois pas pourquoi je t'écouterais. Et il a jeté le capteur sur Ouais. Et en fait, très honnêtement, on passe à un moment donné un cap où, moi, dans mes oreillettes, on me disait, ne l'énerve pas, ne l'énerve pas, on sait pas ce qui peut se passer. Et là, vous vous dites, bon, je suis à la télé. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? C'est un garçon intelligent. Il va pas m'en mettre une. Quand bien même il m'en met une. Ça fait une séquence. Ça fait une séquence. Je suis pas un garçon d'1m50, donc j'en mettrai une deuxième. Oui. Et ça fera une très belle séquence, indiffusable peut-être, mais et le lendemain, ils se battent en direct.
Tout ça n'est jamais arrivé. Et il y avait un invité qui venait très souvent dans la méthode et qui est maintenant star de C8, c'est Cyril Hanouna. C'est-à-dire que je crois que Cyril a fait 800 000 émissions avec Cyril, je crois que le tiercé, ça doit être Cyril, ça doit être Franck Dubosc qui est venu beaucoup et peut-être Michael Youn aussi. Et Youn, ouais, c'est ce que et Youn. Ouais, je crois que c'est les trois. Ouais. En plus, il faut dire que Cyril n'avait pas de promo à l'époque. Non, il n'avait pas de promo, mais il était un peu dans la dèche, hein, je pense. Il y avait 2-3 trucs, mais que c'était pas fou. Mais c'était ce qu'on appelait chez nous un super client. C'est quelqu'un qui avait envie même de se mettre nu. On a une séquence quand même sublime où il part nu du plateau et il retourne en régie nu et il reste derrière les mecs nus, mais comme si de rien n'était. Et voilà, ça fait partie. En fait, moi j'avais besoin quand je faisais cette émission de gens qui font un ping-pong avec moi. J'avais ce ping-pong chez Franck Dubosc, j'avais ce ping-pong chez Michael Youn, et j'avais aucun souci à laisser gagner le match à l'autre. C'est pas un truc qui m'a gêné. C'est-à-dire que une guerre d'ego, quoi. Non, en fait, c'est pour ça qu'ils venaient tous, ils revenaient tous, parce que ils venaient chez moi, je leur servais un terrain de jeu de folie, et ils en faisaient des tonnes, plus que moi, et à un moment donné, moi, je prenais le recul. Et je les laissais briller, je m'en fous. Parce que d'abord, s'ils brillaient, ils revenaient, et l'émission cartonnait. Moi, j'étais pas là pour dire « Ah ouais, t'as dit une bonne vanne, je vais en dire encore une au-dessus ». Il y a eu des émissions comme ça, je vais pas forcément dire les noms, mais où quand un invité disait un truc, il fallait que l'animateur soit au-dessus, il fallait être au-dessus. Puis non, moi, s'ils étaient au-dessus de moi, super. Mais et Cyril, voilà, je pense que ça a été le principe, c'est que il y avait pas beaucoup d'émissions où il pouvait faire n'importe quoi, et que ce soit chanter, danser, embrasser un mec du public, là, il pouvait le faire, mettre des postiches. Je sais qu'il est toujours amoureux des perruques, mettre des perruques et tout, on pouvait le faire, on le faisait vraiment pour se marrer. Ouais. Et là, il pouvait le faire. Et si Cyril repartait sous les ovations du public parce qu'il avait fait un truc de folie, eh ben, tant mieux pour lui. Et lui, comme un autre, d'ailleurs, moi, je plaçais tous les invités au même. Mais on avait vécu des trucs de dingue. Même Smaïn, qui était, voilà, à l'époque, qui était pas plus forcément au top du top de. Smaïn, on avait une séquence incroyable où il disait qu'il aimait pas, il avait eu des problèmes avec les flics. On lui avait ramené une fausse compagnie de CRS. Et il m'a dit, il y en avait un qui avait une béquille, et il a pris la béquille, il m'a dit, je peux y aller. Et je lui dis, ouais. Et donc, il a pris la béquille, c'est comme une manif, tu sais, il a tapé sur les mecs qui avaient des boucliers. Ce qu'il savait pas, c'est que dans les 8 CRS, il y en avait 4 de vrais. Ah oui. Parce que quand tu loues des costumes, ou souvent, même dans les séries, les flics que tu vois dans les seconds rôles, ou troisième rôle ou quatrième, sont parfois de vrais flics qui se mettent à dispo et qui font de la figure. Donc nous, on avait des vrais policiers qui étaient des vrais CRS. Et je crois que je lui ai jamais dit d'ailleurs qu'il a vraiment tapé sur des CRS, qui là ne pouvait pas répondre, évidemment. Mais moi, je le savais, mais je pouvais pas vraiment le dire à l'antenne. On a eu des grosses plantades. Hein. On a eu un jour, on devait faire une émission spéciale Podium. Et on nous avait promis Benoît Poelvoorde. Le film Podium. Ouais, et l'équipe Podium. Et la veille, on nous dit, bah non, Poelvoorde vient pas, vous n'aurez personne. Et on avait fait 70% de l'émission sur Benoît Poelvoorde. L'interview était faite, tout était fait. Donc on se retrouve le dimanche soir à s'appeler, on tournait le lundi, on se dit on fait quoi ? On peut pas reculer l'émission. Et on a eu une espèce d'idée un peu ridicule. Bon, on va faire venir des sosies de Claude François. Et on va recommencer l'émission en disant avec nous, il y a Claude François et Claude François. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Ça avait un petit côté c'est mon choix, hein, pour être honnête. Et au final, on s'est pris au jeu. On a fait une première partie de folie. L'audience, elle a été dingue parce que je pense que les gens trouvaient ça absurde qu'on interviewe Bernard François. Sosie de Clo-Clo. Et Gaëtan François, qui avait 50 kilos de plus et plus de cheveux et qui était sosie. Voilà, ils avaient tous leur histoire et on a cartonné. Il aurait pas fallu faire ça chaque semaine. Oui. Hein. Mais des moments comme ça. C'était un coup comme ça, quoi. Ah, mais des moments comme ça de déprogrammation, on en a eu beaucoup. Hein. Mais parce que l'émission, vous trouvez qu'elle reposait vraiment sur les invités ? Parce qu'il y avait quand même une bande autour de ça. Les gens venaient aussi pour la bande. Au début, non, parce qu'il y avait pas d'invités connus. Il y avait beaucoup de télé-réalité, beaucoup de petits invités ou d'invités un peu ce qu'on appelle has-been. Je déteste ce mot, mais c'était pas classe, quoi. On avait en face de nous Ardisson, Canal+, qui alignait toutes les stars américaines, et nous,
on était quand même en dessous au niveau. On était en D2 quoi. Et puis deuxième année un peu mieux, puis surtout troisième année un peu mieux. Sauf que à partir de la troisième année, on avait commencé à montrer aux gens qu'il y avait des grosses stars. Donc après, on est un peu dépendant de ça aussi. Après, je suis d'accord. Quand on avait fait les Claude François, on s'est rendu compte que effectivement, je suis pas sûr que les gens venaient vraiment pour les invités. Ouais. Ils venaient beaucoup pour nous, ils venaient pour l'ambiance, ils venaient pour la vanne, ils venaient pour savoir alors il va faire quoi Mopral, alors Koé va se déguiser en quoi. Pour moi, c'était un truc génial. Hein. Moi, je faisais des imitations. Je me déguisais, je faisais des trucs que j'aurais jamais osé faire ailleurs. Et je le faisais à la cool, devant 10 caméras, 300 personnes dans le public, pas de pression. Ouais, c'est un beau terrain de jeu, pour le coup. Mais c'était un terrain de jeu incroyable. Ouais. Voilà, et malgré tout était quand même assez cadré. Pourquoi l'émission s'est arrêtée ? Parce que, je crois qu'on va faire simple, parce que la direction qui est arrivée après, Nonce Paolini, aimait pas du tout le programme. Ils vous l'ont dit comment ? Ah bon, on dit pas ça dans le métier, on dit pas ça, on dit non, on va arrêter, les scores sont moins bons. On a quand même arrêté, les 2 dernières émissions étaient 2 best-of, qu'on finit à 40% d'audience, les deux. 40% individus, 40 ménagères. Pour des best-of. Pour des best-of. Et donc, personne n'a compris vraiment pourquoi l'émission s'arrêtait, parce que les scores, évidemment, on faisait plus 45%, mais plus la télé ne faisait plus 45%, on était redescendu à 28, 35, enfin... Mais malgré tout, toujours leader, toujours etc. Et non, je crois que c'était un truc de... Ça n'avait pas, à un moment donné, ça avait plus trop sa place, je crois. Moi, je crie pas au scandale. Je sais que des fois, il y a des animateurs, on leur enlève l'émission, machin est un con, lui c'est un nul, lui il a rien compris. Alors moi, pas du tout. Je considère qu'un média veut arrêter une émission. Moi, quand j'ai dirigé des médias, j'ai arrêté des émissions. Ce qui était un petit peu dommage sur la méthode, c'est qu'il y avait un petit côté un peu volonté de l'arrêter, plus que nécessité de l'arrêter. Il n'y a pas de vraie raison en soi, niveau chiffres, niveau image, de l'arrêter. Non, mais l'image, elle était faite depuis longtemps. C'était une émission populaire. Mais et même vous, il n'y avait pas une sorte d'essoufflement au bout d'un moment, vous vous dites... Ah non, si, non. Alors une lassitude. C'est pour ça aussi que c'est bien que les deux se rencontrent, parce que moi, je trouvais que 7 ans, c'était très très bien. Non, mais je pense que... Je crois que l'humour en télé vieillit très mal. Je l'ai toujours dit, je pense que ce qui est les idoles d'un jour, on les déteste le lendemain. Souvenez-vous du Collard au chaud, souvenez-vous des guignols même des guignols. Ce que les gens trouvaient extraordinaire des guignols, écoutez les commentaires des 4 dernières années, c'était oh là là, ça devient nul. Collaro avec le bébé de show, ça a été glorifié, c'est nul. Les blagues de Jean Roucas, les roucasseries, ça va parler aux plus vieux. Tout le monde trouvait ça extraordinaire, puis un jour les gens disaient c'est nul, facile à chanter, avec le pauvre Pascal Brunner, tout le monde disait extraordinaire Pascal Brunner, finalement c'est nul. Je crois qu'il y a cette limite où il faut savoir bouger, parce que sinon vous êtes embarqué avec votre format et vous relevez pas. Et moi, la méthode, mon angoisse, d'année en année, quand on re-signait, je me dis, oh là là, mais on part quand ? Mais on arrête quand ? Parce que j'avais cette peur d'être étiqueté et même que la radio derrière, ça puisse ne plus marcher, ou etc. Et de faire la saison de trop, peut-être aussi. Et de faire la saison de trop. Et bizarrement, je pense que on aurait pu faire une année de plus, mais vraiment pas plus. C'est justement parce que je veux pas les décevoir que je préfère attendre le bon moment, parce que je veux pas, et puis parce que parce que je sais pas si c'est bien en fait, parce que je sais pas si c'est bien, Donc chaque année vous posez la question. Je préférerais très honnêtement concevoir une émission plus 360, plus ce que je suis aujourd'hui, plus digitale, plus étonnante, rassurante pour les téléspectateurs, mais aussi connectée. Et qu'on se dise waouh, Koé revient à la télé, mais en plus il ramène tout ce qu'il fait à côté, les 10 millions de gens, et c'est vrai qu'il a fait des vidéos, il fait des vidéos sur YouTube et tout. Voilà. Je préfère faire ça et de dire, au milieu de tout ça, tiens, et si on faisait une émission spéciale méthode Koé pour déconner pendant toute une soirée. Voilà. Ça, oui. C'est peut-être... Mais arriver pour refaire la méthode Koé, vraiment, je suis pas sûr du tout. J'ai une question aussi. Que devient le fauteuil ? Il est derrière toi ? Il est juste là ? Il est derrière toi. Donc ça, vous le gardez ? Je le garde. Oui, il sert de porte-manteau. Il a mal vieilli. Personne s'assied dedans, mais je pose mon manteau. Pourquoi personne s'assied dedans ?
Parce que je crois que même les gens qui bossent avec moi, je crois qu'ils osent pas. C'est un objet sacré. Oh non, c'est pas un objet sacré. C'est le vrai qui était sur le plateau Et qui a fait toutes les saisons. Qui a fait toutes les saisons. Le seul truc qui a changé, c'est le bout de mousse du milieu. Si vous regardez, vous verrez que les premières saisons, il y avait un truc doré devant. Et qu'à bout de la 4e saison, il n'y avait plus de truc doré, il y avait un truc bleu parce qu'on nous l'a volé dans la nuit. Qui l'a volé? On n'a jamais su. Une fille qui bossait dans les studios, ou un mec qui bossait dans les studios, quelqu'un qui a accès, bien sûr. qui nous l'a volé, donc il doit avoir un bout de tissu chez lui bleu. Ouais. Et surtout, nous, on s'est retrouvés le jour de l'émission avec pas d'assises. Donc on a dû trouver une couturière qui a pris le même bout de tissu, mais qui n'avait pas la bande dorée à mettre devant. Donc on a réparé ça très vite. Mais sinon, c'est le seul. Il n'y en avait qu'un, de toute façon. Ouais. On avait un fauteuil et un truc de place. Quand des fois on recevait des stars et qu'ils étaient 2, on avait la version 2. Et elles se mettaient aussi sur l'assise, qu'il y en avait 2, des fois, sur le fauteuil. Et d'ailleurs, ils ont pété l'assise. C'est-à-dire que le truc sur le côté a été un peu cassé, avec tous les gens. C'est des culs célèbres, hein. C'est pas mamie qui s'est assise dessus. Hein. C'est classe, quand même. C'est des gens très connus. Merci beaucoup. Merci les amis. Bon courage à vous alors. Oui, merci, c'est gentil. Ciao.